Salut Charlotte, Salut Louis. ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Equity Conversation. Je voulais te recevoir absolument parce qu'aujourd'hui on va parler d'impact. Et au regard de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui chez Ring et ce que tu as fait par ailleurs avant, je trouvais ultra pertinent de te recevoir pour discuter de l'impact. On entend beaucoup parler d'impact depuis quelques années, un peu trop largement, où finalement tout le monde se dit à impact. On a l'impression que c'était quand même le mot à la mode. Je voulais qu'on éclaircisse cette notion et de savoir quelle était ta vision de l'impact aujourd'hui et de comment tu l'utilisais au quotidien dans ton travail que tu réalises chez Ring Capital. Pour faire cela, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, histoire qu'on puisse savoir ce que tu as fait avant de travailler chez Ring Capital et ce que tu fais aujourd'hui chez Ring? Avec plaisir Louis, merci beaucoup de me recevoir et super programme. Pour démarrer peut-être donc par une rapide présentation, moi je suis directrice d'investissement chez Ring Capital, qui est une société de gestion française qui a vocation à flécher des capitaux vers des solutions innovantes qui répondent à des défis sociaux et environnementaux majeurs d'aujourd'hui et de demain. Donc on investit dans des startups qui innovent autour des sujets tels que l'économie circulaire, la construction bas carbone, l'agriculture, mais aussi l'éducation, la santé, la formation. Donc on a vraiment cet angle impact environnemental et impact social très fort. C'est un vaste programme. Voilà, vaste programme, ce qui fait qu'on a aujourd'hui 400 millions d'euros sous gestion qui sont intégralement fléchés vers de l'impact. On a 3 fonds d'investissement qui ont vocation à couvrir différents niveaux de maturité de société. On pourra y revenir si besoin. Et moi, en l'occurrence, je travaille pour le fonds Early Stage, donc le fonds qui cible essentiellement des sociétés en série A, qui investit des tickets entre 1 et 2 millions d'euros. On a déjà 15 sociétés en portefeuille. On est sur le point d'en ajouter 2. Beaucoup en France. On commence à ouvrir pas mal aussi à l'Europe. Donc, on commence à avoir des sociétés en portefeuille qui sont en Belgique, en Espagne. On en a une au Canada, une aux US aussi. Donc, on sort aussi des frontières européennes. Donc, voilà. L'idée, c'est d'avoir développé une méthodologie impact très forte sur laquelle on pourra revenir, mais de s'appuyer aussi sur les pratiques de l'investissement classique. Donc, on a vraiment une thèse d'investissement qui repose sur 2 piliers. Le premier, c'est l'innovation et le potentiel de croissance des startups qu'on va étudier. C'est très classique, donc on applique les plus hauts standards de l'industrie à ce niveau-là. On rajoute juste à cette thèse d'investissement une dimension impact, où là, pareil, on est très exigeant sur la caractérisation de cet impact et ensuite la mesure de cet impact. Et la finalité de tout ça, c'est d'arriver à démontrer, et c'est l'ambition de Ring, c'est d'arriver à démontrer qu'on peut aligner performance financière et performance d'impact. Ok, super, merci pour cette super introduction. Tu as dit plein de choses sur lesquelles on reviendra pour sûr, j'en suis sûr, lors de notre échange. Qu'est-ce qui t'a amené à l'impact, toi, finalement? Qu'est-ce qui t'a amené à Ring Capital dans le cadre de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a attiré vers Ouais, très bonne question. tout cela? Moi, je pense qu'à l'origine, j'avais à cœur de bosser dans l'impact. Ensuite, quand on dit ça, on peut le faire de manière très différente. Quand j'ai fait mes études, l'impact, c'était essentiellement passer par le secteur associatif, beaucoup. Donc, j'avais une première expérience en lien avec des associations. Et en fait, j'avais trouvé que c'était une superbe expérience, mais qui manquait aussi une dimension peut-être un peu plus business, qui était la capacité à aller chercher vraiment à optimiser et maximiser cet impact et le pérenniser aussi, parce que finalement, il y a quand même un enjeu aussi côté associatif sur le financement. Et c'était l'époque où en fait se développait beaucoup le secteur de la RSE, et donc les directions RSE dans les entreprises. Moi, j'étais à l'époque en école de commerce. J'ai suivi un parcours assez classique qui est de choisir les voies les plus larges à chaque fois. Donc, j'étais en école de commerce. J'avais choisi de faire un master en finance, justement un peu par conviction, en me disant, voilà, je me rendais compte que finalement, pour pousser ces sujets impact, notamment en entreprise, c'était souvent des arguments économiques et financiers qu'on opposait. Donc, je me disais, il faut que tu maîtrises les arguments de ton adversaire. Sans être trop vindicative, mais c'est comme ça que je le voyais. Donc, je m'étais formée en finance. Ce qui fait que du coup, j'avais commencé à travailler en sortant d'école chez Total, ce qui peut paraître parfois un peu surprenant quand on veut bosser dans l'impact. L'idée était de voir aussi de l'intérieur comment est-ce qu'on pouvait transformer ces entreprises. Il y a un enjeu dont Total a pris toute la mesure, qui est la transition énergétique, qui a démarré et qui
pendant les 8 ans que j'ai passé chez Total, n'a fait que prendre de l'ampleur. Moi, j'ai travaillé essentiellement dans la direction énergie renouvelable chez Total. Et donc, l'idée, c'était d'aller mettre à profit les compétences business et financières pour accélérer cette transition. Donc, j'ai travaillé 3 ans au sein du social business de Total, donc qui est de l'entrepreneuriat social, sur des fonctions financières. C'est un business unit dont l'objectif était de faire de la distribution de solutions solaires pour les populations qui ne sont pas connectées au réseau. Et donc, c'était une très bonne entrée en matière sur l'équilibre à trouver entre la pérennité d'un business et la maximisation de son impact social, parce qu'à la fin de la journée, on vendait des solutions à des personnes qui gagnent moins de $1 par jour. Donc, il fallait que les marges soient les plus écrasées possibles. Du coup, comment ça se passe pour toi quand tu rentres chez Total ? C'est quand même un enjeu important pour quelqu'un qui était engagé dans l'associatif pour avoir un impact social, environnemental. C'est un défi énorme. Comment on rentre dans une société comme Total où les défis de transition sont si importants et comment on est accueilli là-bas ? Est-ce qu'on a beaucoup de moyens pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles pratiques, ces nouvelles approches du marché ? Comment on travaille là-dedans ? Et c'est une excellente question. D'abord, j'ai eu une bonne surprise quand même en arrivant chez Total, c'est que finalement, c'était des métiers à ce moment-là qui attiraient énormément de talents. Donc, c'était des gens vraiment brillants qui allaient bosser sur ces sujets et qui, du coup, arrivaient à faire bouger les lignes quand même sensiblement dans l'entreprise. Ensuite, c'était aussi des sujets sur lesquels était fléché de plus en plus de budget, finalement, qui étaient, à l'époque où moi je suis rentrée, vus encore comme sous un angle assez développement durable, RSE, et qui ensuite sont devenus des sujets assez stratégiques pour l'entreprise et sont devenus aussi des axes de business et de relais de croissance pour l'entreprise. Donc, tout le sujet des énergies renouvelables est un très bon exemple de ça. Et donc, en fait, il y avait même un peu une migration en interne des ressources au-delà des budgets, de personnes qui avaient historiquement travaillé essentiellement sur des sujets liés au métier pétrolier et qui venaient travailler aussi maintenant sur le sujet du développement des énergies renouvelables parce que c'était là que le groupe avait vocation à se déployer et finalement investissait beaucoup de ressources pour sa croissance. Et qui ouvrait des perspectives de marché aussi nouvelles. Donc ça a d'abord été une première bonne surprise sur la qualité des personnes avec lesquelles je travaillais, les budgets qui étaient mis derrière. Ensuite, c'est sûr que c'est une entreprise d'une taille conséquente, dont les enjeux sont multiples et assez complexes. Donc c'est un peu lent à faire transitionner. Il y a beaucoup de politique en interne ? Il y a beaucoup de politique, bien sûr, ouais. Il y a beaucoup de politique, mais parce que l'énergie est aussi très liée à la politique. Donc, je pense que le secteur veut ça. Ensuite, c'est des groupes, en effet, dont il faut passer un peu de temps à aligner les agendas. Et je trouve que c'était une composante assez intéressante de mon métier. Les intérêts aussi, peut-être, entre les différentes... Exactement, essayer de comprendre quels sont les intérêts des uns et des autres et essayer de trouver pas le plus petit, mais le plus grand dénominateur commun pour aligner tout le monde derrière cette ambition. Mais en fait, c'est des sujets sur lesquels les gens sont rarement insensibles. Et donc, on avait la capacité à aller embarquer quand même, je trouve... assez facilement en interne les différentes fonctions dont on allait avoir besoin. Il y avait parfois des débats sur quelle est la vitesse à laquelle il faut opérer cette transition. Et je pense que c'est un débat d'ailleurs qui s'exporte et qui a raison de s'exporter et qui fait l'objet de pas mal de pression. Et je pense que chacun est dans son rôle là-dedans. Mais voilà, donc plutôt une bonne surprise là-dessus. Les 8 ans que j'ai passés chez Total m'ont montré aussi que ça ne faisait que s'accroître en fait. Les budgets, la capacité de l'entreprise à finalement réorienter aussi ses ressources humaines et ses ressources financières sur ces sujets. Voilà, moi, au bout de 8 ans, j'avais aussi envie d'aller voir autre chose. C'est finalement quand même une très grosse boîte. Donc, en fait, on se forme dans cette grosse boîte, mais c'est important aussi à un moment d'aller voir ce qu'on peut apprendre à l'extérieur. Juste pour terminer sur Total, tu as rejoint aussi le Corporate Venture de Total ? Exactement. Ok. Et là, du coup, qu'est-ce qui cible ? Parce que le Corporate Venture, c'est des investissements de Total dans des sociétés qu'ils ont ciblées et dans lesquelles ils investissent, justement. Et c'était quel type d'investissement qu'ils faisaient à cette époque ? Ouais, c'est une bonne question. C'était des investissements qui avaient donc vocation à servir un triptyque qui était des investissements qui avaient vocation à être stratégiques pour le groupe. Donc réfléchir à quels sont les
les nouveaux métiers du groupe, quelles sont les nouvelles technologies sur lesquelles on a envie d'en savoir un petit peu plus et de les tester. C'était un objectif aussi impact très fort. En fait, on investissait dans des technologies essentiellement bas carbone. L'idée était aussi de permettre au groupe éventuellement d'accélérer sur ces sujets via des prises de participation minoritaires dans ces domaines, au-delà de tout ce qui pouvait être fait par la direction stratégique, les équipes M&A aussi par lesquelles j'étais passée. Donc l'idée, c'était de faire un peu de prospective sur ces sujets liés à la transition énergétique. Et le dernier, c'était un objectif aussi financier. Bien sûr, l'idée était aussi de pouvoir montrer qu'on pouvait investir dans des sociétés qui ensuite allaient soit retrouver un chemin vers la rentabilité, soit être des exits intéressantes pour le groupe, ce qui nous permettait de recycler le capital et d'aller investir dans des nouvelles sociétés. Ok, super. Et donc après ça, du coup, tu rejoins directement Ring Capital? Exactement. En fait, je m'étais passionnée à l'époque du coup pour le métier d'investissement, qui est à la croisée des mondes de pas mal de thématiques finalement, et qui pour moi était sur au-delà de la ligne de crête business et impact que j'avais essayé de garder jusque-là, me permettait aussi d'aller toucher à des métiers différents, sans avoir à choisir soit une voie très financière, soit très business. Le métier d'investisseur, il est beaucoup financier, mais il faut aussi avoir une appétence pour des sujets business. On touche à des sujets RH, marketing, commerciaux, parfois fiscaux aussi. Donc, c'est vraiment une ouverture très, très large. En l'occurrence, ce n'était pas le cœur de métier de Total, de faire de l'investissement. Donc, moi, j'ai voulu rejoindre un fonds d'investissement dont c'était du coup l'objet et le cœur de métier. Et dans l'impact, ça, c'était bien sûr hyper important. Et Ring répondait du coup très bien aux convictions personnelles aussi que j'avais sur quelle est la définition de l'impact et où est-ce qu'on veut placer le curseur entre objectifs financiers et impact. Justement, c'est quoi la définition de l'impact pour Ring Capital? La définition de l'impact pour Ring Capital, c'est donc d'aller investir dans des sociétés qui mettent l'impact au cœur de leur business model, donc pour lesquelles on va avoir un alignement parfait entre les performances financières de la société et l'impact que la société va avoir, que ce soit de l'impact social ou environnemental. Et ensuite, on a toute une méthodologie impact qu'on déploie, qui nous permet de déterminer à chaque nouvelle rencontre avec une société, est-ce qu'elle rentre ou pas dans notre définition d'impact. Donc il y a cette question de est-ce que l'impact est bien au cœur du business model? Est-ce qu'on n'a pas une situation dans laquelle on pourrait se retrouver à avoir un arbitrage entre du business et de l'impact à un moment donné? Ensuite, on a une grille de lecture qui s'appuie sur 3 points assez fondamentaux dans l'impact qui sont partagés dans le secteur, qui est le premier, c'est l'intentionnalité. Et donc là, on s'attache beaucoup à comprendre quelle est l'intentionnalité de l'équipe. Donc là, tu vas sonder les cœurs de l'équipe dirigeante pour savoir si véritablement c'est de l'impact qu'ils ont au cœur. Exactement. Okay. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est la raison pour laquelle les entrepreneurs se sont décidés à lancer une société sur ce thème-là. Pour te donner un exemple, on a qui est assez évident. On a investi dans une société qui s'appelle Ava, qui a développé une technologie pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes, qui repose sur de l'intelligence artificielle. Le fondateur de cette société a grandi dans une famille où ses parents et sa sœur sont sourds. Donc c'était le seul entendant de sa famille. Il a fait des belles études, il a fait les arts et métiers, Berkeley, il a voulu monter une boîte. Il se spécialisait à l'époque dans l'intelligence artificielle et il s'est dit quel est le problème que j'ai à cœur de régler et de craquer. Et à titre personnel, c'était l'accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes. Donc voilà, dans ce cas-là, l'intentionnalité est assez forte en effet. Ok. Et finalement, l'impact, comme vous le définissez, il peut être, j'allais dire, un peu partout. Typiquement, si on prend une boîte comme Doctolib, on mesure aussi un peu l'impact qu'ils peuvent avoir d'un point de vue accessibilité des médecins, etc. C'est quoi si tu peux nous donner quelques exemples de boîtes dans lesquelles vous avez investi et qui correspondent globalement, précisément à la thèse d'investissement d'impact de Ring? Si tu as quelques exemples à nous donner, ça pourrait... Oui, bien sûr. C'est bien sûr avec plaisir pour donner quelques exemples. Et pour répondre à cette question, il y a une deuxième dimension. Donc, il y a la dimension intentionnalité. La deuxième, c'est l'additionnalité. Et c'est ça qui est aussi très important et qui, je pense, permet de répondre à ta question. C'est dans quelle mesure est-ce que la solution qu'on est en train d'étudier aujourd'hui répond à un problème et innove pour répondre à un problème qu'on n'a pas réussi à adresser jusqu'à maintenant. Et en soi, par exemple, on a investi dans une société comme Vestac, qui est dans la construction bas carbone. Aujourd'hui, le cadre réglementaire du secteur de la construction pousse beaucoup d'acteurs à innover sur les modes de construction.
Et donc, on a de plus en plus de construction bois, mais ça reste de la construction sur site qui souvent, en fait, induit des coûts supplémentaires par rapport à la construction traditionnelle. Donc, qui déjà est un frein à l'adoption de la construction bas carbone, mais qui en plus parfois fait qu'on atterrit sur des programmes immobiliers qui ne répondent pas non plus à un autre enjeu de ce secteur qui est l'accès au logement. Et donc en fait, Vestac a réuni les enjeux de la construction bas carbone, ce qu'ils construisent en bois, mais ils font de la construction hors site. Donc c'est la construction modulaire. Et en fait, c'est en associant ces deux composantes, qui sont la construction modulaire et la construction bois, qu'on arrive à avoir des prix qui sont finalement compétitifs avec la construction traditionnelle béton et qui permettent du coup de résoudre à la fois ce sujet qui est comment est-ce qu'on décarbone le secteur de la construction et comment est-ce qu'on permet aussi d'avoir des logements aujourd'hui qui sont abordables et accessibles pour répondre aux enjeux de la crise du logement en France. D'accord. Donc en fait finalement il y a évidemment ce volet vraiment financier et comme tu le dis l'impact que vous qualifiez dans les cibles que vous recherchez par l'intentionnalité et l'additionnalité. Exactement. Et vous avez de nombreux candidats ? On a de nombreux candidats, ouais, c'est une bonne chose. On a de nombreux candidats, donc là-dessus, l'équipe est bien occupée. Okay. On a pas mal de dossiers qui arrivent. C'est des dossiers qui arrivent soit naturellement parce que les gens ont connaissance de la thèse d'investissement de Ring, soit parce qu'on a des banques d'affaires aussi avec lesquelles on travaille de manière assez rapprochée, qui nous envoient des bons candidats. On a aussi à cœur de garder toute une activité de sourcing proactif. Donc, on va aussi chercher des dossiers. Comment vous faites, du coup, pour sourcer ? Ça m'intéresse toujours de savoir comment vous sourcez. Alors, tu as parlé des banques d'affaires, ouais. Ça, c'est vos partenaires. Ouais. Mais vous, pour sourcer, comment vous y prenez ? On a un ADN assez tech chez Ring. Hein, okay. Ça fait partie des composantes assez fortes et qui, moi aussi, m'avaient motivé à rejoindre Ring. Mais on a un ADN assez tech. Donc, on a développé des outils qui nous permettent d'aller sourcer ces sociétés et qui, du coup, c'est des outils qui nous permettent de remonter de la donnée sur où est-ce qu'en sont ces sociétés. Est-ce que c'est des sociétés qui ont beaucoup recruté récemment ? Est-ce que c'est des sociétés dont on parle beaucoup dans l'actualité et qui, du coup, pourraient être des sociétés qui arriveraient à lever ou auraient envie de lever prochainement, dont on aimerait, du coup, avec lesquels on aimerait rentrer en contact. On prend des contacts de manière directe, indirecte, si on voit qu'on a des fonds amis qui sont investisseurs déjà chez ces sociétés. C'est beaucoup de participation à des événements. Donc, essentiellement, on en a beaucoup à Paris. On essaye de participer de plus en plus à des événements aussi en Europe pour se rapprocher non seulement de fonds d'investissement européens, mais aussi de l'écosystème innovation et des entrepreneurs européens. Donc, c'est comme ça. C'est beaucoup de cas par cas, beaucoup d'énergie aussi, beaucoup de surprises parfois. C'est une participation à un événement, un petit déjeuner à droite à gauche. C'est des podcasts comme celui-ci où du coup on espère que ça va permettre d'atteindre aussi des entrepreneurs qui n'auraient pas forcément connaissance encore de ce qu'on fait chez Ring et qui seraient intéressés de nous contacter. Donc voilà, c'est assez... il y a plusieurs méthodes, ouais. Il y a l'impact qui vous ont démontré par l'intentionnalité et par l'additionnalité, comme tu l'as dit. Mais ensuite, qu'est-ce que vous faites dans les pactes d'actionnaires ? Vous mettez des clauses exigeantes pour faire en sorte que l'impact soit suivi, soit une obligation. Comment vous gérez ça d'un point de vue juridique dans la construction de vos deals ? Oui. Ça touche en effet à la troisième dimension de l'impact, qui est la mesurabilité, et donc quel est le cadre réglementaire et la gouvernance qu'on veut mettre en place pour s'assurer qu'on va pouvoir ensuite suivre, mesurer et reporter sur cet impact. Donc nous, on a une méthodologie qui consiste à définir avec les entrepreneurs et le management ce qu'on appelle des KPI d'impact, donc des indicateurs d'impact qui sont très liés à l'activité de la société. Par exemple, on a investi dans une société qui est dans l'agriculture et qui a développé un programme carbone à vocation des agriculteurs pour qu'ils accélèrent leur transition vers des modèles d'agroécologie. Et donc, avec cette société, on a fixé des critères des indicateurs d'impact qui sont sur le nombre d'agriculteurs qui sont embarqués dans les programmes, le nombre d'hectares que ça représente. L'idée étant de réfléchir aussi et de suivre dans quelle mesure est-ce qu'on arrive bien à soutenir des solutions qui ont ensuite un impact qui est systémique sur un secteur donné. Et le troisième, c'est quelles sont effectivement les réductions de CO2 qui sont liées au changement de pratique des agriculteurs et la capacité des agriculteurs à stocker aussi du CO2 dans le sol. Donc, c'est ces indicateurs-là qu'on définit avec la société, sur lesquels on se fixe des objectifs
qui font l'objet ensuite d'un BP d'impact qui est donc ajouté au BP financier. Au BP financier, exactement, qui parfois fait l'objet d'une annexe au pacte d'actionnaires, qui est nous validé par nos investisseurs. Donc on a un Impact Advisory Committee Sharing qui valide ces objectifs d'impact, qui seront audités chaque année par un tiers et qui ensuite sont assez déterminants parce que 50% de notre CARID, équipe d'investissement, sera indexé aussi sur ces indicateurs d'impact. L'idée par ça, c'est d'aller montrer que on arrive à aligner finalement cette fameuse performance financière et performance d'impact. Est-ce que pardon, excuse-moi de te couper, est-ce que l'équipe fondatrice est incentivée aussi ou non en fonction des performances d'impact? Parce que vous mettez une notation en fonction des critères et de l'atteinte des objectifs. Et à ça, il y a une incentive peut-être sur des pools de BSPCE, etc. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs moyens d'incentiver l'équipe là-dessus. Et c'est important, mais en général, rarement un sujet de débat, parce que finalement, c'est des sociétés qui, si on a bien confirmé le critère intentionnalité du départ, on est finalement, on s'aligne assez vite sur ces discussions-là. Il y a en effet la capacité d'inclure dans les éléments de la rémunération variable des entreprises ces critères d'impact aussi. Et ensuite, il y a en effet la capacité à aller indexer des BSPCE sur l'atteinte ou non de ces indicateurs d'impact. Et la manière ensuite dont on organise ça au sein de la gouvernance de la société, c'est que nous, on encourage les sociétés de notre portefeuille à devenir entreprises à mission, parce que c'est finalement un cadre qu'on trouve assez propice et assez sain pour définir, encadrer et suivre le modèle de mission et donc comment est-ce que l'impact va être finalement va imprégner dans la stratégie de la société. Et ensuite, on demande aussi aux sociétés du portefeuille de mettre en place un comité de mission qui aura vocation à suivre ces indicateurs d'impact pour le management et pour ensuite les fonds d'investissement. Ok, qu'est-ce que tu penses du coup aussi des sociétés B Corp? Vous en avez quelques-unes dans votre portefeuille? Oui, on en a quelques-unes. On est nous-mêmes, Ring Capital, on est B Corp. Ok. Ce qui n'est pas évident, il y a plein de critères à atteindre. Oui, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, on a quelqu'un en interne, donc qui est une de nos operating partners, qui est à disposition des sociétés de notre portefeuille, qui a vocation à aider les sociétés de notre portefeuille dans ces démarches. Du coup, entre les critères ESG, B Corp, entreprise à mission, etc., on s'y perd un peu. Qu'est-ce que tu penses de tout cela et quels sont les bons indicateurs justement pour justifier qu'on fait de l'impact sérieux? Oui, c'est un constat qu'on partage un petit peu. On a d'ailleurs dans nos murs une operating partner qui est spécialisée sur ces sujets d'impact et qui a vocation à accompagner les sociétés de notre portefeuille et les aider à naviguer dans cet univers à moitié réglementaire, de standards, et les aider à choisir finalement quel est le bon standard compte tenu de leur niveau de maturité, de leur business model, donc entre entreprises à mission, B Corp et d'autres standards qu'on pourrait aussi avoir. Et en revanche, ce dont on est certain, et ce que je porte aussi comme conviction, c'est que c'est hyper important d'avoir ce cadre réglementaire qui finalement non seulement impose des définitions d'impact, et quand on parle d'aligner performance financière et performance d'impact, ça veut dire derrière que de la même manière qu'on a des métriques pour mesurer la performance financière, il faut aussi qu'on ait des indicateurs pour mesurer la performance d'impact. Et ensuite, il faut qu'on ait des standards auxquels on peut se raccrocher, qui nous permettent aussi de comparer finalement certaines performances et d'aligner du coup plus facilement les investisseurs, les entrepreneurs, les collaborateurs aussi derrière ces indicateurs d'impact, parce qu'on inscrit tout ça dans un cadre et un référentiel commun qui va nous permettre ensuite d'avoir plus d'éléments, plus de données comparables, réutilisables, et qui va nous permettre de valoriser aussi finalement ces stratégies qui intègrent l'impact sur des marchés au-delà de l'écosystème impact qui maîtrise très bien ces sujets, pour aller chercher aussi d'autres types d'investisseurs et d'autres types d'acteurs qui seraient peut-être moins familiers avec ce secteur de l'impact et toutes ses particularités. Ok. Du coup, on intervient dans le milieu du venture capital. Il y a quand même une question qui me vient à l'esprit, c'est sur les performances économiques. Est-ce que finalement l'impact, tout ce dont on parle sur les critères, les exigences qu'on s'impose alors qu'on devrait peut-être pas se les imposer dans un autre cadre, est-ce que ça ralentit pas, j'allais dire, la performance économique de vos investissements? C'est une question un peu provoque pour quelqu'un qui fait de l'impact, mais justement, je voudrais
savoir comment vous abordez, vous, cette question du retour sur investissement et de l'importance de ce retour sur investissement. Oui, c'est une excellente question et c'est sûr que ça impose un niveau d'exigence supplémentaire. C'est-à-dire que le métier d'entrepreneur, je pense qu'il est déjà semé d'embûches. Donc, s'il faut rajouter une dimension impact et être aussi très exigeant et très exemplaire sur ces sujets impact, ça rajoute un niveau de complexité supplémentaire. En revanche, ce qu'on porte comme conviction, et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs j'avais rejoint Ring, parce que ça correspond à une conviction assez personnelle, qui est que en fait, plus on est exemplaire et plus on aura investi aussi dans ce domaine de l'impact et mis l'impact au cœur de son business model, plus les sociétés vont être résilientes. Parce que finalement, elles vont être en avance de phase sur certaines réglementations qui vont arriver, autour du carbone, par exemple, si on est sur des sujets climat et en l'occurrence carbone. C'est des sociétés qui, quand on a des aléas sur les marchés de la tech, par exemple, si elles s'attaquent en fait à résoudre un problème majeur et qu'elles répondent à un besoin essentiel en ayant cette capacité à proposer des solutions innovantes, ben, c'est des sociétés qui vont être moins soumises aux aléas de marché, en fait, parce que les besoins ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Sur des sujets d'éducation, de formation, c'est pas parce qu'on a une bulle dans un certain secteur qui pourrait être en perte de vitesse que ça va toucher ces sociétés qui sont vraiment au cœur en termes d'impact. Donc ça permet d'une certaine manière un peu de dérisquer un certain nombre de business. Voilà. Pour nous, ça le dérisque. Finalement, ça augmente. Finalement, l'impact vient augmenter la performance financière. La performance financière vient augmenter l'impact parce que plus la société croît, plus du coup, elle va avoir de l'impact sur ses bénéficiaires, sur la société, sur l'écosystème ou le climat en fonction du secteur dans lequel elle opère. Et la différence qu'on fait, c'est que on différencie ce qui est de l'ESG et de l'impact. L'ESG, pour nous, c'est ce socle commun de bonnes pratiques qui, finalement, peut être mis en place, peu importe le secteur dans lequel on opère. Pour te donner un exemple, c'est la politique diversité, par exemple, d'une entreprise, qu'elle soit dans l'éducation, la formation, l'économie circulaire ou la construction bas carbone. Finalement, elle peut mettre en place une politique diversité. Et ça, c'est ce socle commun sur lequel on a besoin que les sociétés soient exemplaires, parce qu'on pense que c'est des fondamentaux qui font en effet que ces sociétés seront plus résilientes. Et ensuite, l'impact, c'est ce qui est très lié à l'activité même de la société, qui va lui permettre ensuite d'aller démultiplier son impact soit social, soit environnemental, mais qui est donc très lié à l'activité même de la société. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on a aussi côté valorisation des sociétés, du travail à faire pour essayer de maximiser la prise en compte aussi de ces performances ESG et impact dans la manière dont on va évaluer ces sociétés. C'est des sociétés qu'on peut considérer plus résilientes, donc qui d'une certaine manière sont dérisquées. Donc ça, c'est un des premiers sujets. On a quelques études qui commencent à montrer que des sociétés qui seraient les plus performantes sous l'angle ESG sont des sociétés sur lesquelles aussi on est prêt à payer un premium en termes de valorisation. C'est le tout début de l'histoire là-dessus. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on reste souvent sur des multiples. Alors évidemment, il y a des éléments qualitatifs qui rentrent en compte justement pour payer ce premium, mais je pense que ça a intérêt à être accéléré sur ce volet-là, Oui, alors on va avoir deux enjeux. Le premier, c'est le temps. Donc, je pense que finalement, l'impact investing, c'est un secteur qui est assez récent. Nous, le premier fonds impact a démarré en 2021. Donc, on a 3 ans de période d'investissement derrière nous. Donc il faut attendre encore 2-3 ans voilà, il faut encore pour voir les premiers fruits de Exactement. cela. Donc voilà, donc le secteur des exits dans l'impact est assez naissant. Donc il va falloir arriver en effet à prouver ça. Et je pense que c'est tout l'objet des fonds d'impact, c'est d'arriver à accompagner aussi les sociétés de leur portefeuille pour les mettre sur des trajectoires qui ensuite vont arriver à prouver qu'on est aussi capable de faire des belles exits. Et il faudra probablement un peu revoir la définition aussi de l'exit, parce qu'on a aussi parfois des entrepreneurs qui sont très attachés à leur entreprise et qui ont envie d'être un peu plus créatifs par rapport aux exits qu'on peut connaître de manière plus classique. Mais pourtant, c'est un enjeu du venture capital, c'est-à-dire que dans toutes les boîtes dans lesquelles vous allez investir, vous allez mettre cette fameuse clause de liquidité à 5-6 ans, ou voire un peu plus. Mais du coup, il y a forcément un moment où l'entrepreneur, qui est forcément attaché du coup à sa société, puisque tu as parlé de l'intentionnalité, et donc derrière tout ça, on voit que c'est quelque chose qui parle au cœur et pas forcément au portefeuille. Et donc du coup, il y a peut-être sa volonté de rester
au sein de la société, alors que les problématiques relatives à ces sociétés et l'exit par rapport à ces boîtes ne s'est pas encore tout de suite manifesté, puisqu'il faut encore un peu attendre. Ouais. Mais du coup, c'est quoi les perspectives que vous avez à ça par rapport à des founders qui vont vouloir rester et ne pas faire d'exit, parce qu'il va falloir trouver aussi des personnes à qui il va falloir vendre ces sociétés. Ça pourra pas être n'importe qui. Ça pourra pas être n'importe quelle boîte qui voudra faire du greenwashing et qui va se dire je vais me payer cette boîte, ça fera bien sur ma communication. Donc comment vous envisagez ça ? C'est un vrai problème. Enfin, une problématique intéressante, je pense. Oui, c'est une problématique assez concrète qu'on peut rencontrer d'ailleurs assez souvent. Alors, il y a une solution à ça qui sont les sorties partielles. Donc, c'est de se dire que nous, en effet, on a encore une structure de fonds assez classique. On a 50 périodes d'investissement, 50 périodes de désinvestissement, avec une flexibilité sur 1 ou 2 ans. Donc, il faudra qu'on trouve un moment, un moyen de sortir de ces sociétés, un événement de liquidité. Donc, on peut envisager une sortie partielle avec des fonds qui prennent la suite, en effet, de notre investissement. C'est pour ça et c'est d'ailleurs un écosystème qui grandit, mais on a de plus en plus de fonds late stage, donc des fonds qui arrivent plus tard dans la vie d'une société. Ouais, donc tu disais, toi, tu travaillais sur le early stage avec Ring Capital. Donc, early stage, c'est série A, c'est-à-dire quand la société a fait déjà une première levée et vous arrivez après. Et après, late stage, c'est finalement après vous, une fois que vous avez investi, vous avez déployé du capital, vous avez besoin de fonds qui prennent la suite. Et donc, du coup, là, on commence à avoir des solutions sur l'impact. Ouais, on commence à avoir des solutions. On a des fonds late stage qui, du coup, sont des fonds d'impact qui arrivent sur le marché. On a aussi des fonds late stage classiques qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets impact. Quand on touche, par exemple, au sujet de la transition énergétique, on a de plus en plus de fonds qui sont des fonds qu'on aurait pu dire classiques à l'origine, qui se mettent aussi sur ces sujets parce que c'est des opportunités assez intéressantes maintenant en termes d'investissement. Donc, c'est des sociétés qu'on prouvait à ce stade. Désolé de te couper là-dessus. Ils s'y mettent parce que il faut s'y mettre et que c'est bien d'avoir un fonds impact, ou s'y mettent parce qu'ils ont une vraie intentionnalité ? Je pense que c'est un mélange des deux. Ils s'y mettent parce que, alors, il y a un cadre réglementaire qui se structure là-dessus. Ils s'y mettent parce que leurs investisseurs aussi les poussent en ce sens. On a, je crois que c'est une étude de Bain qui dit qu'il y a 80% des investisseurs institutionnels qui ont pris des engagements pour aller financer de manière plus proactive des sujets liés à la transition énergétique et de l'impact social. Donc, je pense qu'il y a une pression qui est exercée aussi par les investisseurs. Et ensuite, c'est des sociétés qui, in fine, c'est des sous-jacents et des sociétés qui, à ce stade, ont démontré leur capacité à aller faire de la croissance parce qu'elles répondent aussi à des enjeux qui sont aussi des enjeux du côté des consommateurs, par exemple. Donc, je pense qu'il y a aussi un intérêt, et c'est là où on arrive à avoir quelque chose d'assez intéressant. On réconcilie finalement des enjeux financiers avec de l'impact. Et donc, c'est une multitude de facteurs et de signaux qui est en effet cette pression réglementaire, puis cette pression aussi des consommateurs et des investisseurs. Ok, super. Pour revenir un peu sur ce que vous faites chez Ring Capital, et tu parlais tout à l'heure de vos prises de participation en Europe. Vous avez lancé un fonds en Afrique aussi, Ring Africa. Tu peux nous en dire un peu plus sur le développement de Ring sur le continent africain ? Oui. Pour reprendre l'histoire de Ring, c'était à l'origine un premier fonds de growth. Donc, on avait démarré par un fonds de growth en 2018. Ensuite, il y a eu un fonds early stage, qui avait vocation plutôt à investir dans les sociétés en série A, puis un fonds de pre-seed seed. Et l'intégralité de ces fonds sont fléchés sur de l'impact. Donc, maintenant qu'on a couvert à peu près tous les niveaux de maturité qu'on peut avoir dans la vie d'une start-up qui a besoin de se financer, on a eu envie aussi d'augmenter cette dimension aussi sur un plan géographique et de se dire, voilà, il faut qu'on arrive à ouvrir aussi nos portefeuilles à des sujets européens, mais au-delà des sujets européens, il faut qu'on arrive aussi à ouvrir à des sujets africains. Et donc, on a eu la volonté de lancer un fonds Afrique qui s'appelle Ring Africa, qui ciblera des sociétés essentiellement impact en Afrique francophone. Donc, il va s'appuyer sur toute l'expertise VC et impact de Ring, qui a été déployée sur
le continent européen et qui va pouvoir déployer ça en Afrique. On le fait avec des partenaires, bien sûr. On est en train de recruter aussi une équipe. Donc, c'est un fonds qui est en ce moment enlevé, en train de recruter et en train de constituer son pipeline, sur lequel j'ai la chance de travailler un petit peu, parce que quand j'étais chez Total et au sein du fonds de Corporate Venture, j'ai travaillé pour l'équipe, notamment pays émergents de ce fonds de Corporate Venture. Donc, j'ai investi dans une petite dizaine de sociétés en Afrique. Donc, je suis ravie de me repencher un petit peu sur ce sujet. Quelle est la taille de ce fonds ? C'est un fonds qui a vocation à faire 50 millions d'euros. Ok. Et donc, l'idée, c'est de déployer essentiellement sur des sociétés à impact en Afrique francophone. Exactement. Alors, pas exclusivement Afrique francophone, mais essentiellement Afrique francophone, pour deux raisons. La première, c'est que en quelques années, c'est un écosystème qui s'est largement développé. Donc, on voit émerger beaucoup de sociétés au stade de pré-seed, seed et un début de série A qui ont développé des solutions innovantes qui ont un impact social ou environnemental très fort et dont la clé aujourd'hui pour le passage à l'échelle est l'accès aux capitaux. Et donc, il faut donc flécher plus de capitaux vers ces sociétés-là. Et de l'autre côté du spectre, on voit aussi des investisseurs institutionnels, beaucoup européens d'ailleurs, qui encouragent de plus en plus de sociétés de gestion aussi à essayer de monter des véhicules d'investissement qui cibleraient l'Afrique francophone. Je pense qu'il y a historiquement eu quand même un très beau marché côté Afrique anglophone. On a eu beaucoup d'investisseurs qui eux-mêmes étaient anglophones, des Américains. Moi, à l'époque, il y a 3-4 ans, je travaillais dans le fonds Corporate Venture de Total sur les pays émergents. On voyait beaucoup d'investisseurs américains, on voyait beaucoup d'investisseurs anglais. On commençait à avoir quelques investisseurs français, européens, allemands, nordiques. Mais voilà, aujourd'hui, il y a une volonté très forte aussi d'aller essayer de flécher aussi plus de capitaux vers l'Afrique francophone et d'accélérer ce qu'on a pu voir sur le marché de l'Afrique anglophone il y a quelques années déjà. Ok, super. Si tu avais quelques conseils à donner à un jeune entrepreneur qui était sensible aux sujets sociaux, environnementaux et qui voulait monter une venture dans l'impact, ce seraient quoi les quelques conseils que tu pourrais lui donner ? Alors, les quelques conseils, je pense qu'on pourrait donner, en étant bien sûr très humble sur le sujet, ce serait de bien réfléchir en effet à l'alignement de son modèle entre la stratégie qui est développée par la société sur les sujets business et l'impact. Dans quelle mesure est-ce qu'on répond à un enjeu majeur, en fait ? Nous, c'est toujours un critère d'analyse assez important qui est de se dire quel est l'enjeu auquel on s'adresse et quelle est la capacité de la solution à apporter une réponse qui va permettre vraiment un changement d'échelle sur cet enjeu-là. Et donc, il y a aussi un enjeu à aller très vite et très bien s'entourer, je pense. C'est des secteurs dans lesquels il faut avoir une approche écosystème assez forte parce que ça repose beaucoup sur des partenariats, essayer de comprendre qui fait déjà quoi dans le secteur et dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui a été fait sur d'autres marchés. On voit par exemple dans les Nordiques, il y a de très belles pratiques et de très belles boîtes aujourd'hui dans le domaine des énergies renouvelables, de la transition énergétique, sur des sujets sociaux aussi. Donc comment est-ce qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui a été fait, comment est-ce qu'on a une approche et une vision assez écosystème et on s'entoure de cet écosystème, comment est-ce qu'on recrute aussi des gens qui sont très alignés entre ces sujets impact et business et comment est-ce qu'on choisit ces investisseurs. Je pense que c'est aussi important. Nous, on a historiquement eu la capacité de rentrer parce qu'on a ces deux piliers finalement assez VC, enfin très VC et très impact. On a la capacité de s'insérer assez bien dans des tours de table qui sont soit très tech-oriented, donc avec des sociétés qui finalement ont eu la capacité d'attirer des capitaux plutôt de fonds tech classiques. Et dans ce cas-là, nous, on match très bien avec ces fonds tech parce qu'on a une composante très tech aussi très forte. Donc, on parle le même langage, mais on apporte en plus cette composante impact. Et à l'inverse, on a aussi des capacités à rentrer sur des sociétés qui sont très impact, qui ont fait rentrer plutôt des fonds d'impact historiquement à leur capital et qui ont la vocation aussi de faire rentrer un fonds qui va les aider sur des sujets soit tech, soit VC et qui vont les aider aussi sur la question du passage à l'échelle. Et donc, la question de bien composer sur son tour de table est un point très important pour les sociétés, je pense, à impact.
Ok. Et sur toutes ces boîtes, vous apportez un peu d'advisory, vous apportez du coup des experts, parce que tu parlais tout à l'heure d'un impact operating partner. Est-ce que c'est ce que vous mettez en place? C'est des personnes que vous déployez aussi dans les sociétés? Oui, c'est des personnes qu'on peut déployer dans les sociétés et toute la partie accompagnement de notre portefeuille, elle s'articule autour de 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau de l'équipe d'investissement de Ring et la politique de recrutement de Ring. Depuis des années, ça a été d'aller chercher des experts de l'investissement, des gens mais qui n'avaient pas nécessairement fait que de l'investissement jusqu'à maintenant, donc qui ont eu aussi des vies et qui ont été des anciens opérationnels de la tech avant. Donc on a des data scientists, des CTO, des directrices marketing. Donc des gens qui ont connu autre chose que l'investissement, mais qui aujourd'hui font de l'investissement. Et donc qui ont la capacité aussi moi, par exemple, qui était chez un corporate avant, qui est touché du doigt à pas mal de sujets opérationnels. J'étais en M&A aussi, j'ai bossé sur des sujets du coup liés à la transition énergétique. Mais donc des gens qui ont la capacité d'accompagner, de se sentir un peu proche des problématiques opérationnelles. Et le fondement de ça, et je pense l'origine de ça, c'est même l'association des 2 cofondateurs de Ring. On a un investisseur, Nicolas Sellier, qui en plus a été assez pionnier dans l'impact, et un ancien entrepreneur, Geoffroy Bragadir. Et c'est l'association de cet investisseur et de cet entrepreneur qui nous permet aussi d'être assez proche des boîtes de notre portefeuille. Et qui nous permet du coup de développer cette méthodologie aussi d'accompagnement qui passe ensuite par des operating partners. Donc c'est des personnes qui sont des anciens opérationnels, qui ont été CEO, DRH, ou sur l'impact, c'est l'ancienne directrice chef de cabinet du ministre délégué à l'économie sociale et solidaire, et donc qui accompagne aussi les boîtes de notre portefeuille sur des sujets assez spécifiques, de la stratégie, des RH, de l'impact, selon les besoins des uns et des autres. Tu parlais tout à l'heure d'écosystèmes étrangers dont on pouvait s'inspirer, notamment de l'écosystème Nordics. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui dans l'écosystème français, ce qu'on pourrait apporter pour améliorer encore l'accessibilité à l'impact, et comment on pourrait orienter davantage le cash des LP sur des fonds comme vous? À ton avis, il y a des choses à faire? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Oui, on travaille là-dessus. Je pense qu'il y a un vrai enjeu à aller démocratiser ce sujet autour de l'impact. Le rendre, donc il y a un premier sujet qui est de le rendre accessible, et de faire comprendre ce que c'est, et puis aussi de faire en sorte que ce soit plus un marché de niche en fait, que ce soit pas réservé à un petit nombre d'acteurs qui et du coup là, chacun dans leur coin leur propre définition en plus de ce que peut être l'impact. Donc il y a un enjeu à renforcer la mesure, à renforcer les standards, pour aller démontrer qu'on peut encore une fois aligner ses performances financières et impact pour attirer finalement des capitaux en masse, des capitaux qui viennent plutôt de l'économie traditionnelle. Donc ça, je pense que c'est assez important. Il y a aussi un enjeu à aller soutenir des sociétés qui innovent dans leur business model sur des secteurs qui sont par exemple liés à de l'industrie, sur les sujets comme le climat. On a la conviction que on peut faire beaucoup de choses avec du soft, mais qu'il va aussi falloir être en capacité d'aller investir dans du hardware, dans l'industrie, dans des capacités de production aussi, pour décarboner l'industrie. Donc il faut aussi avoir des thèses d'investissement qui se prêtent assez bien à ces sujets. Et ensuite, il y a une question aussi dont tu parlais un petit peu avant, qui est comment est-ce qu'on réfléchit à ces perspectives d'exit et comment est-ce qu'on essaye aussi d'arriver à être sur du temps un peu plus long. Donc, il y a pas mal de fonds qui réfléchissent qui essayent de faire réfléchir leurs investisseurs sur le sujet de la temporalité et de la durée de vie des fonds. Donc, on voit quelques fonds, notamment sur les sujets agriculture, qui arrivent à étendre un peu la durée de vie des fonds. Mais il y a un vrai enjeu aussi à du coup accompagner nos propres investisseurs dans cette démarche pour se donner plus de temps, parce qu'on a des sujets, par exemple, comme l'agriculture, la santé. On est sur du temps très long pour développer des nouvelles solutions. L'agriculture, potentiellement,
potentiellement, on implémente et on innove au rythme des saisons. Donc, en fait, il faut quasiment 1 an pour itérer sur une nouvelle innovation. Donc, en fait, c'est du temps assez long. Et donc, il faut pour ça, et pour arriver à maximiser ces fameuses performances financières et impact, il faut aussi qu'on ait plus de temps. Donc, je pense qu'il faut aussi réfléchir à quelle est la temporalité des fonds d'investissement là-dessus, ou comment est-ce qu'on s'assure que, du coup, on arrive à construire un écosystème dont chacun puisse prendre un peu son rôle et prendre la suite les uns des autres pour avoir un ensemble assez cohérent. Et à t'écouter, je me dis que finalement, toutes les boîtes devraient au moins avoir un impact. Tu veux dire devrait dans le sens... devrait, c'est-à-dire que globalement, c'est des objectifs que chacun peut se fixer. Oui. C'est en effet des objectifs auxquels toutes les boîtes peuvent réfléchir. On a de plus en plus de sociétés qui deviennent entreprises à mission, mais qui étaient à l'origine créées sur des business models classiques. Donc, ils réfléchissent à comment est-ce que je peux avoir finalement un impact sur mon écosystème qui va être positif. Donc, ça passe par mes collaborateurs, mes clients, mes partenaires. Donc, tout ça est assez sain. Je pense que c'est très bien. Il y a un enjeu ensuite, du coup, pour nous aussi, Ring, maintenant que on voit de plus en plus d'acteurs arriver sur ce secteur, ce qui est très bien, et donc des capitaux qui se massifient. Il y a un enjeu aussi pour je pense, les premiers fonds d'impact. On n'était pas seuls, on a quelques acolytes, mais il y a un enjeu pour les premiers fonds d'impact aussi, qui ont été pionniers à l'origine de continuer à investir et à investiguer de nouveaux horizons sur l'impact. Donc, essayer toujours de faire bouger un peu les frontières, au-delà d'arriver à, une fois qu'on a réussi à démontrer une partie de la thèse d'investissement, à tirer des capitaux de manière plus massive sur cette thèse-là. Je pense qu'il faut ensuite arriver, donc en effet, à déployer éventuellement sur d'autres régions, d'autres continents, toujours dans l'idée d'arriver à flécher plus de capitaux et d'avoir un effet un peu entraînant sur l'écosystème. Ok. Dans le venture capital, on parle beaucoup aujourd'hui d'IA, d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous, les secteurs sur lesquels vous regardez en particulier, c'est quoi aujourd'hui dans l'impact ? Alors, on le regarde pas mal dans la santé. On voit pas mal d'innovations en santé qui reposent sur de l'intelligence artificielle. On le voyait même il y a 3-4 ans, avant toute la récente accélération. Dans la santé, ça se fait beaucoup. Sur le climat aussi, on voit pas mal d'innovations, d'optimisation, notamment dans l'industrie, qui reposent sur de l'intelligence artificielle. Et on le voit dans l'éducation, beaucoup aussi. Finalement, ça peut être une composante de beaucoup de secteurs qu'on regarde. Et d'ailleurs, on se pose régulièrement la question de comment est-ce que ces innovations-là peuvent éventuellement augmenter et venir améliorer les business models dans lesquels on a investi. Ayant cet ADN assez tech chez Ring aussi, on a vocation à créer et susciter ce type de discussion au sein de notre portefeuille. Donc, on réunit les CTO des boîtes de notre portefeuille pour échanger sur ce sujet, partager des bonnes pratiques, comment on peut le faire sur d'autres métiers avec les DRH de notre portefeuille, par exemple, ou les DAF. L'idée étant de partager, en effet, un peu le savoir et la connaissance là-dessus pour que nos sociétés soient aussi à la pointe de ces sujets-là. Ok, super. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, tu le disais en introduction, qu'il y avait plein de thématiques que vous regardiez. Il n'y a pas de thématique particulière sur lesquelles vous êtes ultra spécialisé, type l'éducation ou uniquement le climat. Vous regardez vraiment toutes les thématiques ? On regarde toutes les thématiques. On a quelques secteurs d'exclusion, qui sont par exemple le secteur des medtech, qui est un secteur assez particulier sur lequel c'est difficile pour un fonds généraliste comme le nôtre de déployer. À l'inverse, c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on déploie nos investissements et notre portefeuille sur certains sujets, on acquiert bien sûr de la connaissance sur un secteur. On a en l'occurrence pas mal de sociétés en portefeuille dans le domaine de l'éducation, notamment pas mal dans notre fonds de growth, ce qui permet d'être assez, de finalement redescendre aussi de la connaissance de boîtes qui sont plus matures dans ce secteur de l'éducation sur des boîtes aussi early stage. Tu peux nous donner un exemple de ce que c'est qu'une boîte impact dans l'éducation ? Oui, une boîte impact dans l'éducation. Par exemple, et donc, il y a une boîte dans laquelle on a investi, qui est dans l'éducation et la formation plus particulièrement, qui s'appelle Each One, qui a développé une solution assez innovante de formation et de recrutement pour les personnes qui sont réfugiées nouveaux arrivants en France. Okay. Donc, ils travaillent. Donc, c'était un sujet qui était essentiellement porté par des associations jusqu'à maintenant. D'ailleurs, Each One avait démarré sous format associatif et s'est ensuite transformé en entreprise à mission. Et en fait, ils arrivent à réunir des corporates qui ont besoin de recruter sur des métiers en tension et
et finalement des ressources qui sont des personnes réfugiées, nouveaux arrivants qui arrivent en France, qui sont formés par H1 et qui ensuite sont recrutés par ces corporates au bout d'un programme de formation de 3 mois, tout en sensibilisant les corporates aussi sur les enjeux de diversité, etc. Donc ça, c'est typiquement un exemple dans le domaine de la formation. Dans le domaine de l'éducation aussi et de la formation, on a plusieurs boîtes en portefeuille du côté du fonds Growth, avec des boîtes comme Live Mentor ou YouSchool, que tu connais peut-être, et qui nous permettent aussi d'avoir finalement développé un peu d'expertise et de connaissances sur ce sujet éducation-formation. Ok, on arrive sur la fin du podcast. Si y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent rentrer en contact avec Ring Capital, c'est quoi le meilleur moyen pour vous toucher ? LinkedIn, je pense que c'est un des moyens les plus efficaces. On a bien sûr une adresse contact qui est disponible sur notre site internet, mais en général, LinkedIn, on essaye d'être très réactif. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur LinkedIn, à venir nous voir. On est assez présent aussi sur les différents événements qui réunissent l'écosystème Innovation Impact. Et on recherche, comme je disais, on recherche des boîtes du pre-seed aux grosses en Europe, en Afrique bientôt aussi. Donc voilà, je pense qu'on peut toucher une population assez large. Ok, super. Merci beaucoup pour l'échange. Je pense que ça va éclairer de nombreuses personnes qui nous écoutent sur l'impact finalement. Et écoute, un grand merci à toi. Et, merci. J'espère que tout cela sera florissant et qu'on pourra parler de performance financière et d'impact très prochainement. Voilà. Merci Louis, à bientôt. À bientôt, salut.